Dans le cadre des Mardis Mallette, CMA-TV vous présente la chronique économique, une présentation du groupe Mallette, société de comptables professionnels agréés et de services juridiques. Si vous avez des belles ventes et pas une scène dans le compte de banque, c'est probablement que vous payez du long terme avec du court terme. L'agilité financière, c'est important en période de crise. Parlez-en à votre CPA. Je vous souhaite la bienvenue à cette autre chronique économique dans le cadre des Mardis Mallettes. On est en compagnie du comptable professionnel agréé Régent Lemieux. Régent, bonjour. Bon matin, Michel. Régent, aujourd'hui, on va parler d'une bonne nouvelle. C'est rare, hein, dans le domaine économique, les bonnes nouvelles. C'est rare, oui. Le déficit du provincial qui sera moins élevé que prévu. Oui, effectivement. Dans le fond, il y a trois raisons qui expliquent pourquoi le déficit. On s'attendait à 12 milliards de déficit. Le déficit, dans le fond, donc 15 milliards de part, il a été ramené à 12, et là, on nous annonce qu'il va être de 10 milliards le déficit. Il y a deux éléments principaux qui expliquent ça. Premièrement, l'économie va beaucoup plus en accélérer que prévu. Donc, on parle pratiquement d'une croissance de 6 qui a été modifiée par rapport au gouvernement du Québec. Donc, plus il y a une croissance, Michel, plus les gens consomment. Donc, quand tu consommes, qu'est-ce qui se passe? On paye des taxes. TPS, TVQ. Donc, un retour de TPS, TVQ. Donc, c'est les consommateurs qui ont permis de réduire le déficit par l'achat de façon énorme, ça s'est fait au cours des derniers mois, TPS, TVQ. Et les entreprises, étant donné qu'ils vendent plus, font plus de profits. En général, tout dépend des secteurs d'activité, mais en général, les entreprises font plus de profits actuellement que prévu. Et là, ça crée encore là des impôts qui retournent au gouvernement. Donc, une très bonne nouvelle, on passe de 15 milliards à 10 milliards de déficit, donc 5 milliards de moins de ce qui avait été annoncé au départ. C'est une très bonne nouvelle pour l'économie québécoise. Donc, ça démontre bien que les différents programmes qui ont été mis en place, mais aussi, on s'aperçoit que les gens, la confiance est revenue. On sort, en fait de semaine, on vient de sortir, là, puis on s'aperçoit que les gens sont là, sont au rendez-vous, ça consomme. Et ça, c'est une très bonne nouvelle. On rappelle toujours, c'est le consommateur qui décide, qui dicte l'économie. C'est surprenant un peu d'entendre un comptable professionnel agréé nous dire que c'est une bonne nouvelle qu'on va faire un déficit de 10 milliards de dollars. Et c'est ça, hein? Quand l'essence monte à 2 $ puis qu'il baisse à 1,5 $, moins cher, on va le payer 1,5 $. C'est un peu ça. C'est ça, effectivement. Ça fait drôle de dire que c'est une bonne nouvelle, de dire qu'on va faire 10 milliards de déficit au lieu de 15. Moi, la question, Régent, et j'en parlais avec José Soucy la semaine dernière, on a 1000 milliards de dettes et plus au fédéral. Je ne sais pas combien on est rendu au provincial. Qu'est-ce qu'on va faire? Est-ce que ça va arrêter à un moment donné? Comment on va faire pour tout rembourser ça, ces argents-là? Est-ce qu'à un moment donné, ça va nous amener vers une récession? Est-ce qu'il va se passer quoi? Parce que quand on dit d'une bonne nouvelle qu'on augmente le déficit, oui, c'est une bonne nouvelle parce que le déficit est moins élevé, mais c'est pas une bonne nouvelle en tant que telle parce qu'on augmente la dette. Non, effectivement, ça c'est un bon point, Michel. Il faut comprendre, quand on crée un déficit, c'est que c'est pour éviter justement la catastrophe. Donc, on injecte beaucoup d'argent dans l'économie pour éviter la catastrophe. Donc, ça, c'est la première bonne nouvelle de ça, c'est que l'économie se maintient. Donc, on n'aura pas d'effondrement comme on peut vivre dans certains pays. Venezuela qui ont connu c'était astronomique. La Grèce, c'était très difficile de passer aussi à travers. Je sais pas, c'est pas de la faillite, là. Haïti, ça va pas bien actuellement aussi. Donc, c'est beaucoup de pays, dans le fond, qui ont été beaucoup affectés par l'économie. Le Cuba, il y en a plein de pays qui sont vraiment... Tandis que nous, l'avantage qu'on a comme province, l'ensemble des provinces au Canada, c'est que l'économie va quand même bien. Puis lorsqu'il arrive un soubresaut, on est capable d'emprunter. Donc, on est en mesure d'emprunter pour faire face à une mauvaise situation qui arrive. Ça, c'est une bonne nouvelle par rapport à ça. Et l'autre chose qu'il faut comprendre, c'est que notre produit intérieur brut, notre niveau d'endettement est parmi les moins élevés du G7. Donc, on le rappelle toujours, ça allait super bien. C'est valable parce que ça allait vraiment bien. Ça aurait encore mieux été si on n'aurait pas connu cette COVID-là, parce que l'économie canadienne était rendue vraiment au top. Elle était reconnue mondialement comme une économie qui allait très bien parce qu'on faisait partie peu d'endettement par rapport à ce qu'on générait. Donc, elle était vraiment bien contrôlée par rapport au nombre de personnes dans le pays versus les impôts à payer, tous les avantages reliés aux individus. Et là, malheureusement, il arrive une situation. Pourquoi c'est une bonne nouvelle? Parce que c'est moins élevé que prévu. Puis on sent que le retour de ce payback-là, il va prendre un certain nombre d'années. C'est au fédéral, le pays. Au provincial, comme je vous dis, c'est l'événement que je vous parlais aujourd'hui, c'est le provincial. Au fédéral, c'est un peu plus compliqué parce qu'on s'est endetté avec les fameux programmes de subvention salariale d'urgence. Tu l'as mentionné, 100 milliards. Ça va prendre une cinquantaine d'années à récupérer ça. Mais ça restera quand même Une quarantaine d'années. Oui, une quarantaine d'années. Mais ça restera quand même que par rapport aux actifs qu'on possède, d'avoir un niveau d'endettement, c'est normal.
Et là, il va être plus élevé pendant un certain temps. Mais au moins, l'économie canadienne ne s'est pas effondrée. Puis elle est encore compétitive comparativement aux économies mondiales de d'autres pays. Puis ça, c'est un bon avantage qu'on a parce qu'on n'était pas fragile en partant. Donc, comme l'expression le dit, quand on se compare, on se console. Exactement. Les acheteurs doivent composer avec d'importants délais pour se procurer une voiture neuve, mais également usagée. Il n'y a pas de voiture dans les cours de concessionnaires parce que pourquoi? Bien, il y a différents éléments qui font ça. Encore là, la pandémie a le dos large. Donc, il y a vraiment une consommation plus élevée que d'habitude pour les voitures. L'autre élément aussi, c'est les ruptures de stock de certaines composantes. Donc, on parle entre autres des puces dans les voitures qui a un manque. Il y a seulement 3 fournisseurs de puces dans le monde pour les voitures. Donc, les puces qui rentrent dans les voitures là, pour faire l'électronique. Là. Je connais moins ce détail-là, mais toutes les composantes électroniques, il y a 3 fournisseurs dans le monde, puis dont un là-dedans, il y a eu un feu. Donc, on s'aperçoit que le fait qu'on était contrôlé, certains produits sont faits à des endroits bien précis, en Chine, etc., on n'en verra plus ça. Là, dans le fond, qu'est-ce qu'ils vont faire, les entrepreneurs? Ils vont s'assurer d'avoir des fournisseurs beaucoup plus larges. Donc, d'avoir plus de fournisseurs au cas qu'il arriverait des ruptures un peu comme ça. Donc, la pandémie consomme plus, reliée par un manque de composantes pour un produit. Donc, même si tu as la voiture quasiment au complet, si tu en manques 10 % tu ne peux pas sortir de ta voiture. Puis ça crée vraiment une rareté dans le marché actuellement. Michel, on parle que dans les VUS, on parle de 3 à 6 mois de délai lorsque tu veux t'acheter une voiture. Dodge Ram 1500, là, on parle pratiquement d'1 an. Puis dans le plus populaire, c'est le RAV4. Le RAV4, dans le fond, là, ça va jusqu'à, dans certains cas, c'est le RAV4 4 Prime. Là, on parle d'1 an. Puis si on veut, lui qui est branché, là, qui est sans électrique, là, on peut s'appeler jusqu'à 24 mois. Donc, il y a vraiment des types de véhicules qui sont encore plus en demande que d'autres. Et ces véhicules-là causent que des délais. Fait que là, dans le fond, c'est de la patience par rapport à ça. C'est de dire, bien, est-ce que je peux attendre? Puis là, ça a une conséquence aussi que les voitures neuves étant plus rares, ça devient que les voitures usagées deviennent rares aussi. Parce que là, les gens veulent changer de voiture. Fait que là, le prix des voitures usagées a augmenté. On parle dans certains cas qui ont pu doubler parce que c'est vraiment nord-américain. Autant au Québec, au Canada qu'aux États-Unis, il y a vraiment une demande beaucoup plus élevée. Et ça m'amène toujours à parler de la fragilité de l'économie pour l'inflation. On voit le prix des biens qu'on augmente, puis on apprend à tous les jours des nouveaux prix. Là, c'est l'huile de canola qui rentre dans les fameuses les poutines, qui a augmenté également aussi. Puis ça va faire en conséquence que les prix vont augmenter. Et quand les prix augmentent... Est-ce qu'on ne crée pas cette rareté-là pour augmenter les prix? Certains disent que oui, que dans le fond, qu'on crée certains éléments, parce que, entre autres, il y a des reportages qui ont été faits par rapport au bois, les cours à bois. Là, il y avait des cours qui étaient pleins de bois. Dans le fond, les gens ont tendance... C'est sûr que les entrepreneurs qui décident de garder le bois dans le cours et de ne pas l'envoyer dans le marché, ça fait augmenter le prix. Dans le fond, il y a toujours le jeu de l'offre et de la demande. Fait que, indirectement, oui, il y a du monde qui peuvent contrôler en disant « j'enverrai pas autant de composantes dans le marché pour faire augmenter mon prix, pour faire plus de profit ». Puis ça, c'est l'inconvénient lorsqu'on est dans les oligopoles, dans les entreprises où il y a moins d'entreprises au Québec qui peuvent offrir ce service-là. Ça crée ces éléments-là. On le vit dans le domaine téléphonique. On a des prix, malheureusement, qu'on doit absorber pour les cellulaires parce que c'est peu d'entreprises qui possèdent ça. Puis on va en parler tantôt. Pour les assurances, c'est la même chose aussi. Est-ce que... parce que tu le disais dans une autre chronique, là, le bois a augmenté de façon, c'est près de 50 %, si c'est pas 50 % dans certains produits, oui. Là, ça va diminuer parce qu'il y a un prix qui va revenir à la baisse, mais jamais le prix... on parlait du 2x4, là, on ne paiera jamais le prix du 2x4 qu'on payait l'an passé. Le prix va revenir à la normale, mais ne reviendra jamais à l'ancien prix. C'est ça, effectivement. Alors, c'est pas voulu, à un moment donné, comme l'essence, comme ça a été fait avec l'essence, de créer cette rareté-là pour augmenter les prix, jamais les diminuer. C'est la profitabilité des entreprises aussi. Effectivement. Ça, c'est sûr que le jeu de l'offre et de la demande fait que les entreprises peuvent jouer avec ça, combiné par les consommateurs qui en veulent beaucoup. Fait que là, tu en profites. Quand les consommateurs en veulent beaucoup, c'est là que tu peux en profiter pour créer ça. Mais l'inverse peut être vrai aussi. Donc, la journée qu'on va arrêter de consommer, parce qu'on a quand même un niveau d'endettement élevé par individu, ça peut faire que si on arrête de consommer, bien là, les entreprises n'auront pas le choix de libérer leurs produits. Puis là, ça peut revenir à la normale, mais ça ne reviendra jamais des niveaux comme c'était avant. Donc, ça reste toujours que le prix est toujours plus haut, mais il va aller tout le temps en augmentant dans le futur des différents biens. D'ailleurs, si on se compare dans le temps de ton père, de nos parents, versus aujourd'hui, les prix ont augmenté, puis ça va continuer à augmenter. On payait des autos 5-6 000 $ dans les années 60.
Comment profiter de la hausse de la valeur de ma résidence? Oui, ça, Michel, je trouve que c'est un bon conseil à donner aux consommateurs. C'est que, dans le fond, l'avantage qu'on a présentement, c'est que le prix des maisons a augmenté de 23 en moyenne au Québec. 23 23 en un an. Ça veut dire, Michel, qu'une maison qui vaut 200 000 à 20 elle vaut 240 000 aujourd'hui. L'avantage de ça, donc, c'est que notre patrimoine personnel a augmenté. Donc, ça nous crée un pouvoir d'achat plus élevé. Parce que tu sais, Michel, on peut emprunter 80 sur la valeur d'une maison. Fait que si je rajoute 40 000 de plus de valeur à 80 je peux emprunter 32 000 de plus. Mais là, quand on emprunte plus, on doit le faire de façon intelligente. Là, moi, dans le fond, qu'est-ce que je vous donne comme conseil? C'est de venir en profiter pour réduire vos cartes de crédit. Donc, si vous avez des cartes de crédit pour lesquelles vous n'êtes pas en mesure de ramener le sol à zéro, profitez-en, parce qu'au-delà de payer le paiement minimum, c'est encore mieux de venir payer la carte de crédit au complet à tous les mois, parce que le taux d'intérêt est à 20 en moyenne, 18 à 22 Alors que sur une hypothèque ou sur une marge de crédit hypothécaire, c'est 3 et moins, là. OK? Ça joue là-dedans. Oui, donc, on parle vraiment. Bon conseil, oui. Ouais, ça, c'est vraiment intéressant. Ça peut être des prêts personnels aussi, parce qu'on sait qu'il y a des prêts personnels sur un véhicule. Mais si on t'ajoute un véhicule usagé, il va te faire un prêt personnel. Les prêts personnels sont environ entre 7 à 9 que tu payes de taux d'intérêt. Fait que moi, qu'est-ce que je vous dis par rapport à ça? Si vous avez une résidence, profitez-en pour régler vos cartes de crédit, profitez-en pour régler vos prêts personnels par cet emprunt-là, parce que votre valeur est là pour être capable de vous créer votre pouvoir d'emprunter. Puis aussi, profitez-en pour peut-être prendre du REER. Parce que l'avantage de prendre du REER, ça vous crée une économie d'impôt. Parce que lorsqu'on prend un REER, ça vous crée une économie d'impôt. Si on prend 10 000 de REER, ça peut vous créer entre 30 à 40 d'économie d'impôt. C'est encore ça? C'est encore ça, oui, parce que les taux d'impôt sont restés les mêmes au niveau des personnels. Donc, c'est entre 3 000 et 4 000, ça va vous donner de retour d'impôt. Puis, tu sais, vous empruntez à du 3 puis, normalement, votre placement peut vous rapporter peut-être plus que 3 Mais là, c'est encore là, vous allez un peu plus dans le risqué dans vos placements, là, mais ça peut vous rapporter plus. Donc, vous empruntez pour placer votre argent, vous avez une économie d'impôt reliée à votre REER, puis en plus, votre placement vous permet peut-être d'aller chercher plus que 3 de rendement. Donc, ça peut être avantageux de ce côté-là. Je voyais récemment dans un reportage que la pandémie a fait que les gens ne voyagent en moins, sortant moins, le taux d'endettement aurait diminué. Oui, effectivement. Oui, ça, c'est un constat, effectivement. Michel, le taux d'endettement des contribuables ont diminué parce que les gens ont plus épargné par le fait qu'ils ont consommé moins. Là, on commence à revoir un peu le contraire dans certains cas. Ce n'est pas toutes les tranches d'âge. Hein. Je l'avais déjà mentionné. Il y a des tranches d'âge pour lesquelles c'est vraiment la consommation est beaucoup plus élevée. 20 à 30 ans, c'est des consommateurs très actifs actuellement, même en période de pandémie. Ils achetaient beaucoup par les Amazones de ce monde, etc. Là. Il y a des tranches d'âge pour lesquelles ils ont eu vraiment des économies. Donc, on parle des gens de 30 ans et plus, jusqu'à 60 ans, ils ont eu vraiment des économies parce qu'ils n'ont pas, même les gens à leur retraite, ils ont économisé aussi parce qu'ils n'ont pas pu sortir. Fait que ça, c'était avantageux ce côté-là. Mais ça reste que la moyenne d'endettement des contribuables est quand même assez élevée en général. Elle était déjà élevée avant la pandémie. Là. OK. Les caisses et les banques doivent s'ajuster aussi. Là. On ne peut pas emprunter comme ça. Là. Tu disais 40 de valeur, il faut aller à la banque ou à la caisse parce que ça n'augmente pas, la marge de crédit n'augmente pas comme ça. Là. Non, effectivement, il faut toujours aller à la C'est pas parce que ta valeur de propriété a augmenté de 40 il faut aller voir notre banquier. Oui. Pour voir. C'est pas aussi simple que je viens de le dire. Dans le fond, que lorsqu'on arrive à une augmentation de votre valeur de votre maison, ça peut arriver qu'ils vous demandent. Normalement, ils font l'évaluation, les autres même à l'interne. Ils sont en mesure de le faire à l'interne directement l'évaluation. Sinon, ils vont vous demander un évaluateur agréé pour venir évaluer votre maison. Mais ça va à peine, des fois, de faire évaluer sa maison, surtout lorsqu'on a des endettements à côté, là, parce que c'est une belle stratégie, parce que le taux d'emprunt le plus bas, c'est le taux résidentiel. Pourquoi? Parce que vous avez un actif important qui a une valeur et qui garde sa valeur. Le terrain prend toujours de la valeur. Ça, il ne perd jamais de valeur. Puis le bâtiment, s'il est entretenu, il garde aussi sa valeur. D'ailleurs, ça peut être une belle occasion aussi d'en profiter pour faire des rénovations qui permettent encore de réaugmenter la valeur. Donc, on parle des cuisines, des salles de bain. Ouais. Ce sont des pièces de la maison qui viennent augmenter votre valeur de votre maison. Donc, si vous le dites que vous allez faire des modifications de votre cuisine, salle de bain, ça vient automatiquement augmenter votre valeur de votre maison, comparativement, mettons, à une piscine qui ne donnera pas de valeur de plus à une maison. La toiture, ça permet de maintenir. Donc, tout ce qui est l'entretien général des fenêtres, etc., ça, c'est du maintien normal qui ne donne pas nécessairement de valeur additionnelle.
mais tout ce qui est cuisine, salle de bain, lorsque vous parlez avec les gens mettons, je parle avec Steve Blais de Remax, là, ils me mentionnent tout le temps, il faut avantager ces pièces-là. C'est ces pièces-là qui vont faire que vous allez vendre beaucoup plus cher à votre maison, en plus de l'augmentation du prix dans le marché. Et en quelques secondes, le 23 % d'augmentation des propriétés, c'est partout au Québec, là? C'est une moyenne bon généralisée. Pour Montmagny aussi? Oui, c'est bon pour Montmagny aussi. On l'a vu dans le fond, à Montmagny, les transactions, ça s'est vendu. Il y a des transactions qui se sont vendues plus cher que la valeur qui était demandée, donc du jamais vu à Montmagny. Puis là, avant ça, on avait de la misère à vendre en haut des taxes municipales à Montmagny. Et là, on voit vraiment que les ventes de maisons se font plus cher que la valeur des taxes municipales. Donc, c'est une moyenne généralisée, mais à Montmagny, secteur qu'on a, même le sud du comté a connu une croissance aussi. Il y a des maisons qui ne se vendaient pas dans le sud du comté, maintenant se vendent parce que les gens veulent faire un retour aux sources. Donc, c'est une très bonne nouvelle pour nous. Voilà, chronique très intéressante. Merci beaucoup. On se retrouve dans 2 semaines. Oui. Alors, Régent Lemieux, qui est comptable professionnel agréé du groupe Mallette, vous voulez des conseils avec tout ce que vous venez d'entendre, consultez des professionnels qui vont bien vous conseiller. 248 57 77, le groupe Mallette, 14 chemin des Poiriers à Montmagny. Merci, Régent. Dans 2 semaines, voilà, ça complète. Dans le cadre des Mardis Mallette, CMA TV vous présente la chronique économique, une présentation du groupe Mallette, société de comptables professionnels agréés et de services juridiques.